Bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers élèves de première année de baccalauréat, je suis Youssef Dalel. Je vous propose encore une fois une autre vidéo sur YouTube. Avec vous, monsieur Youssef Dalel de Chronobac 2018 sur Facebook. Alors aujourd'hui on va parler de Antigone Jean à l'huile. Dialogue entre Antigone et le garde. Dialogue entre Antigone et le garde. On va commencer par l'introduction, si vous voulez bien, et après on va continuer avec les deux axes. L'impossible dialogue entre les deux personnages, les derniers instants d'Antigone, et après on va voir la conclusion. Alors commençons s'il vous plaît par l'introduction. Après Sophocle, Jean à l'huile reprend le mythe d'Antigone, fille d'Oedipe et de Jocaste. La jeune Antigone est en révolte contre la loi humaine, qui interdit d'enterrer le corps de son frère Polynice. Présentée sur l'Occupation en 1944, l'Antigone à l'huile met en scène l'absolu d'un personnage en révolte face au pouvoir, à l'injustice et à la médiocrité. Antigone, qui enterre son frère malgré les interdictions, se fait prendre. Le roi Créon est obligé de la condamner à mort, bien que son fils soit fiancé avec elle. Alors dans cet extrait, Antigone dresse le bilan de sa vie juste avant de mourir. Jean à l'huile ajoute en effet dans sa réécriture en 1944 une scène à la tragédie sophocléenne. Antigone est seule avec le garde chargé de la surveiller. Avant sa mort, prise à la fois de remords et de regrets, la jeune femme lui demande une dernière faveur, écrire une lettre à son bien-aimé aimant. Le garde, qui devrait ici être un dernier confident, réconfortant, ne répond pas véritablement à cette attente, ridiculisant même parfois par son attitude l'importance de cette scène. Voici donc la question possible. En quoi ce passage fait néanmoins ressortir le caractère tragique d'Antigone? Voici donc le premier axe. L'impossible dialogue entre les deux personnages. Premier point. Un faux dialogue. Deuxième point. Un garde odieux. Et troisième point. Le grotesque de la scène. Alors dans le premier axe, on va voir un faux dialogue, après un garde odieux et à la fin le grotesque de la scène. Voici donc le premier axe, l'impossible dialogue entre les deux personnages. L'impossible dialogue entre les deux personnages. Un faux dialogue. Alors le dialogue entre le garde et Antigone semble impossible. Antigone est à l'initiative du dialogue. On remarque en effet de nombreuses phrases interrogatives qui appellent donc une réponse. Pourtant, à plusieurs reprises, le garde répond par des tournures négatives. Par exemple, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ou par une absence de réponse comme l'indiquent certaines didascalies. Exemple, silence, qui stoppe ainsi la conversation. De plus, à chaque fois le garde répond à ce que dit Antigone en ramenant à lui la conversation. Par ailleurs, on peut remarquer que le dialogue peine à progresser puisqu'il fonctionne sur un système de répétition entre les deux personnages. Comme exemple, deux bêtes. Quoi? Deux bêtes? C'est de l'or. Oui, c'est de l'or. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Alors cette indifférence perceptible dans la manière de répondre du garde contribue à en faire un personnage odieux. Un garde odieux. Deuxième point. Un garde odieux. Plusieurs éléments contribuent à rendre le garde particulièrement odieux à l'égard d'Antigone. Face à une jeune femme qui s'apprête à mourir, il insiste ainsi particulièrement sur les détails sordides de la mort. On remarque en effet un champ lexical correspondant. Soyez la ville, votre sang, vous mourrez dans un trou.
Alors, de plus, c'est un personnage qui va aider Antigone non par bienveillance, mais par cupidité. En effet, lorsque celle-ci lui demande de rédiger une lettre, il refuse dans un premier temps, argument à l'appui. Pourtant, quand Antigone refait la même proposition en échange d'une bague en or, Logard réussit à s'arranger avec ses principes. Enfin, Antigone se confie au garde. On assiste à un moment crucial où pour la première fois, Antigone se remet en question, il avoue, sa peur et ses remords. Face à une héroïne au sommet de la tragédie qu'elle vit, le garde est odieux. La rencontre des deux fait ici ressortir tout le grotesque de cette scène. Troisième point, le grotesque de la scène. La scène est grotesque dans le rapport qui existe entre les deux personnages. En effet, on a une héroïne prête à mourir et un garde qui semble totalement indifférent à cela. Mais cela s'accentue lorsque le garde écrit la lettre. En effet, il y a une opposition entre le contenu à la fois fort et intime de la lettre et à la posture des gardes rédigeant cette billet didascalie. Il suce sa mine, vexé, fait mine de rendre la bague, répète de sa grosse voix en écrivant, qui peine se la dicter et par le jeu de mise en scène qui consiste à faire répéter le garde avec un ton de retard par rapport à Antigone. Par exemple, il dit « Eh, dites, vous allez trop vite !» Et puis place dans la bouche de ce garde bourru la confection terrible d'Antigone. Par exemple, mon chéri, je voulais mourir et tu ne vas plus m'aimer. Créon avait raison, c'est terrible. Par ailleurs, on peut noter les réactions à la fois étonnantes et décalées du garde. On ne sait jamais pourquoi on meurt. C'est une drôle de lettre. L'objectif drôle ici est utilisé à deux reprises pour qualifier la corvée et la lettre, et que normalement il signifie qui est comique et amusant. Tout cela désacralise cette lettre. Alors la mise en scène suggère un décalage important entre Antigone et le garde, celui-ci n'étant pas à l'écoute de sa prisonnière. Cela renforce d'autant plus les derniers instants d'Antigone. Après le premier axe, l'impossible dialogue entre les deux personnages, on a vu un faux dialogue, un garde odieux, le grotesque de la scène. Voici donc les derniers instants d'Antigone, deuxième axe. On va voir l'expression des doutes et des regrets, la solitude, le trajet et la mort. Alors, premier point, l'expression du doute et des regrets. Ce passage semble être à la fois une sorte de bilan et une prise de conscience pour Antigone. Elle contredit ainsi ce qu'elle a dit jusque-là. Créon avait raison. Répétition du « c'est terrible » accentuée par la répétition du garde. Le verbe savoir, par exemple, associé à la négation « ne plus », marque la perte de certitude d'Antigone. Je ne sais plus. Le plus marque le fait qu'un jour elle a eu l'impression de savoir, mais que c'est désormais une chose révolue. À l'inverse, je le comprends seulement maintenant, souligne une nouvelle façon de penser en opposition à ses certitudes passées. Imposture du pardon avant de mourir. Antigone demande à travers la lettre à être pardonnée pour ses erreurs. Ce mot est mis en valeur puisqu'elle demande de tout railler pour ne garder que lui, mais seulement pardon. Importance du pardon. Avant de mourir, Antigone demande à travers la lettre à être pardonnée pour ses erreurs. Ce mot est mis en valeur puisqu'il demande de tout railler pour ne garder que lui, mais seulement pardon. La scène ressemble ainsi à une sorte de bilan d'Antigone sur sa vie, bilan marqué par la solitude de l'héroïne au moment où elle se rend compte de tout cela.
Deuxième point, la solitude. Alors Antigone est dans ce passage un personnage profondément seul. Cette solitude est paradoxalement accentuée par la présence du garde. En effet, le fait qu'il y ait une autre présence que celle de l'héroïne devrait être un réconfort. Pourtant, à cause de tout ce qu'on a dit précédemment de ce garde, cela ne fait que renforcer la solitude d'Antigone. Alors ici, Antigone, dans sa solitude, devient elle-même son propre réconfort. Enfin, dans la remarque finale, il y a une opposition entre la petite Antigone, et le pronom tous, qui montre qu'elle est exclue de cette famille. Alors cette solitude accentue le tragique d'Antigone et sa mort imminente. Voici donc la conclusion. Cette scène de la tragédie Antigone de John Hallwil est particulièrement marquée par l'absence véritable du dialogue, alors même que nous sommes dans une pièce de théâtre, lieu de la parole. L'attitude du garde face à Antigone est insoutenable, mais accentue aussi le caractère tragique de l'héroïne, en l'isolant une fois de plus. Antigone est un personnage solitaire par excellence. Même entourée, elle a toujours été seule. Seule face à sa famille, seule face à la loi, seule face à l'incompréhension, seule face à l'incompréhension, ici seule face à la peur et à la mort. Cette scène n'existe pas dans la version de Sophocle. Elle a été ajoutée par Hallwil. Cela annonce le théâtre de l'absurde d'après-guerre. Pourquoi mourir quand on ne croit pas aux justifications qu'on s'en donne?